D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Né en 1950 à Fès, Fouad Belhamine est la figure emblématique de la troisième génération des fondateurs de l'art moderne au Maroc, après celle des Cherkaoui Gharbaoui et celle des Chebaha Melehi Belkaya. Il est désormais le peintre marocain vivant, incarnant le mieux l'aventure de la peinture au Maroc. Ses œuvres sont présentes dans tous les grands musées et toutes les grandes collections internationales. Sa peinture, des plus exigeantes, ne travaille que sur elle-même, dans de grands aplats de transparence, parfois matiéristes, déclinant dans une obsession sérielle depuis plus d'un demi-siècle la figure des murs, celle d'arcs, d'autels, de marabouts et désormais de parallélépipèdes qui ne parlent que de lumière et de pigments. Fouad Belhamine a vécu à 2 reprises quelques années à Paris avant de s'installer définitivement à Rabat. De nombreux ouvrages lui sont consacrés, dont les remarquables Entretiens, de et avec Latifa Serrini, Studiolo 2020, et la monographie de Pascal Le Thorel, publiée chez Skira en 2013. L'artiste présente des toiles à Galerie Kent, Tanger, dans l'exposition Toucher la peinture qu'il a montée avec Olivier Raché du 5 juillet au 15 septembre 2024. Nous sommes à Galerie Kent où a lieu l'exposition Toucher la peinture. L'idée est sous la direction de Fouad Belhamine et Olivier Raché. Et nous avons la chance d'être avec Fouad Belhamine qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, dont la première est: qu'est-ce que cette exposition Toucher la peinture ? C'est une exposition pour se faire plaisir quelque part. Effectivement, l'idée est venue du fait qu'on voit de moins en moins d'expos de peinture et de bonne peinture. Il y a des expos de peinture, certes, mais de faiseurs de peinture, je dirais. Mais de bonne peinture, on en voit de moins en moins. L'idée est venue comme ça un jour, on discutait pendant qu'on prépare un livre sur la peinture au Maroc, ou sur des peintres au Maroc, Olivier et moi, et Gilda Benani. Puis on s'est dit, si on montait une expo pour se faire plaisir de peinture. Et l'idée naît de là, et puis bon, en même temps, pensant à un espace, un lieu, pourquoi pas, chez Aziza, qui a un espace jeune, dynamique, assez bien placé, et puis un petit peu sortir des terrains battus, à savoir Rabat, Casablanca, pourquoi pas Tanger aussi. C'est comme ça que bon, elle est née cette idée, et puis on a tout de suite commencé à établir une liste. Alors, quand on voit les tableaux qui sont dans la galerie, on se demande si le titre « Le toucher de la peinture » ne serait pas allé un peu plus loin. Il pourrait aller plus loin, effectivement, si on était, surtout parce que c'est quand même un terme qu'on a emprunté, ou plutôt qu'on a piqué, à Eugène Leroy. Et la peinture d'Eugène Leroy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une peinture d'accumulation. C'est une peinture très matiériste, mais Eugène Leroy passe son temps à mettre pas des couches, mais plutôt des touches de peinture très empâtées, les unes sur les autres. Et souvent, bon, probablement l'idée du départ chez lui était un portrait ou un prétexte, enfin figuratif, mais à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la peinture qui est accumulée, et c'est certain que ça donne envie de toucher, d'aller un petit peu creuser dans cette géologie de la toile pour découvrir des choses. Et je pense un petit peu, cette métaphore est aussi valable pour toute peinture, hein. Toute peinture, enfin, quand je dis peinture, beaucoup de peintres, en tous les cas que j'aime beaucoup, que ça soit Bonnard, que ça soit Braque, que ça soit... Enfin, ils sont nombreux. On a toujours envie de connaître les touches, ou les couches plutôt, précédentes, mais souvent, beaucoup d'artistes laissent apparaître. Il y a de la géologie et il y a en même temps de la généalogie de la toile en soi. Et peut-être de l'archéologie aussi. De l'archéologie, pourquoi pas. Quand j'ai dit que des interstices, des fois, chez certains peintres, te poussent à aller de très près pour regarder à travers et voir un petit peu qu'est-ce qui est caché derrière. Mais c'est ça le secret de la peinture en général, c'est tout cela. Une peinture ne raconte pas, n'a rien à raconter. Son processus de fabrication, ou alors elle raconte son
son artiste. Alors là, on est en plein au cœur de l'idéologie Bellamine avec le figural, en fait. C'est ça. Oui, c'est simple, je t'ai répété. Je ne suis pas issu d'une culture de la figuration. Tout petit, peut-être j'ai été 1 ou 2 fois avec mon grand-père à la mosquée. Moi, je n'ai pas de référent par rapport à une crucifixion ou une descente de la croix ou une adoration des mages. Et il y a peut-être des fois des frises de calligraphie ou quelques dessins géométriques, de mosaïques. Sinon, le reste, c'est du blanc. Et ce qui fait que l'idée même que je me suis fait très très tôt de Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas représenter. Et ça, c'est important par rapport à la peinture. Souvent, pas simplement chez moi, dans le monde arabe ou arabo-musulman, il y a ça. Quelques cultures un petit peu asiatiques, disons, ou en Iran, la miniature, ou en Turquie, où tout ça a pu s'autoriser une certaine figuration, mais à ma connaissance, dans mon imaginaire en tous les cas, il n'y a pas ça. Je n'ai pas ça, je n'ai pas de référence. Dire bon, une culture iconoclaste par excellence. Mais bon, il y a un jeu qui s'établit à un certain moment, surtout quand on connaît un peu, bon, comme moi, l'histoire de l'art, de m'amuser à déjouer et à jouer avec la peinture, qu'elle soit du Quattrocento, comme c'est par exemple pendant une période quand j'avais un atelier rue de Sèvres. Ça m'amusait de voir un petit peu tous les drapés derrière, les personnages chez Piero della Francesca et toutes ces grilles et toutes ces choses un petit peu très silencieuses qui se passent derrière. Les figures dessus ne m'intéressaient pratiquement pas et que je retrouvais bien plus tard, à un certain moment, quand j'ai mieux regardé, parce que j'étais tout petit quand mon père était arrivé un jour avec un calendrier où il y avait des Morandi. Et quand j'ai mieux regardé Morandi et tout ça, j'ai découvert que bon, chez ce peintre du XXe siècle, il y a un secret immense au niveau de la peinture. Et il y a un héritage, effectivement, par rapport au Quattrocento. Oui, il y a l'héritage classique et classique italien en plus. Et ce jeu, si je peux appeler cela un jeu, c'est de m'amuser avec l'histoire un petit peu de la toile, de la fenêtre ouverte. Et cette fenêtre ouverte, j'aime bien tracer un trait qui peut être un horizon ou quoi que ce soit, et qui à un certain moment interpelle peut-être l'objet ou la figure. D'où l'installation à un certain moment d'un parallélépipède, toute la série des tables des dieux, qui est un volume simple sur lequel j'ai flanqué une demi-sphère, et puis c'est devenu un marabout. Et il y a toute l'histoire de cette figure architecturale, sinon sculpturale, qu'on rencontre du nord du Maroc jusqu'au sud. Il y a ce va-et-vient, mais qui me permet personnellement de vivre la peinture, de la sentir et de mieux peut-être vivre tout court. On reviendra sur ces 3 points, le marabout, le sacré et le vivre. Tu as bien dit que tu as peint toute ta vie les murs, enfin c'est les murs de ton enfance, les murs de Fès. Ça fait partie de tes mythologies et que l'on comprend très bien d'ailleurs. Là, maintenant, tu es à Tanger, qui est la ville des Persées. Comment le peintre de la frontalité? Il y a des ouvertures, il y a l'ouverture tout court par rapport à l'espace, la rencontre de 2 océans, de 2 mers, au niveau de l'imaginaire de l'ouverture vers l'autre, tout court. Tanger a une spécificité bien propre à elle, à savoir une certaine lumière bruyante, je dirais. J'ai toujours senti ça, une lumière bruyante. Et en même temps, ce que je pourrais apprécier dans Tanger, comme ce que j'apprécie dans la seule ville, peut-être pour moi la plus importante, c'est Paris, c'est rencontrer des gens de tout bord, de différentes cultures, de différents horizons. C'est une ville de rencontre, c'est une ville cosmopolite. Tu es le peintre du silence et de la frontalité, tu te retrouves dans la ville des horizons bruyants et de la lumière bruyante. Ça pose tout de suite la question, est-ce que je pourrais peindre à Tanger? Je crois que pour le moment, bon, je me suis jamais posé la question, mais je ne vois pas du tout peindre à Tanger. Beaucoup de peintres ont eu des difficultés de peindre à Tanger. Tanger n'a été qu'un passage pour même des très bons peintres marocains comme Yacoubi, ou je crois que ce qu'ils ont fait de mieux, ils l'ont fait en dehors de Tanger. Mais Tanger est déclencheur. Tanger est déclencheur. Et c'est les rencontres de Tanger. Yacoubi, s'il n'avait pas rencontré quelqu'un comme Francis Bacon, Hamri et Brungizen. Il y a comme ça tout un ensemble de choses. De Tanger, ville de rencontre, je dirais.
Ce n'est pas une ville où on peut s'installer pour peindre. Et souvent de passage, je sais pas, je pense à quelqu'un que je connais aussi comme Jean-Charles Blay, qui est venu aussi séjourner. Et il a fait des dessins, une série de dessins sur le doigt coupé, je sais pas quoi, qui a donné naissance à un ouvrage que Yvan Lambert avait publié. Voilà, Tanger, c'est un peu ça. Et c'était en même temps pour moi de Rabat, qui bouge toujours, mais enfin de Rabat. Tanger, c'est une ville que des amis qui ont beaucoup plus choisi l'enseignement, qui sont venus s'installer ici, qui n'ont pas réellement pour moi percé, un tout petit peu, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, Ben Tahman, feu. Mais c'est pas une ville pour percer dans ce domaine. C'est une ville pour un peu finir sa vie bien à l'aise. Et voilà. Une ville de jouissance, pour se faire plaisir. Tout à fait, pour se faire plaisir, de jouissance. Alors, cette frontalité, ce silence, tu travailles éminemment sur la présence. Et de toute façon, en termes de peinture et surtout... Quand on travaille sur la présence, il y a toujours l'absence. C'est hélas. Présence, absence, c'est toujours... Et cette dialectique qui s'impose, donc vide, plein, blanc, noir, et ainsi de suite. Elle est longue, la liste. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la présence en peinture? Surtout, toute la peinture moderne a questionné ça. Et c'est au cœur de ton travail. C'est quand, quelque part, je dirais, à plusieurs moments où je la sens des fois quand je termine une pièce. Il y a une présence, c'est-à-dire cette œuvre, le jour où j'avais découvert ça, je crois que j'avais 21 ans, que cette toile allait survivre après moi et tout ça. Ça a posé vraiment le premier tilt un peu par rapport à ça, à cette présence-absence. Au fait, c'est une histoire entre, comme j'avais dit une fois, dans une discussion avec Tal, sur le Eros et Thanatos. Cet amour, l'amour de vivre aussi, et puis cette épée de Damoclès qui est la mort. Souvent la mort est libératrice, mais ce qui est le plus dur, c'est souvent c'est la maladie ou alors la vieillesse. Chose dont j'ai horreur, je préfère ne pas y penser. C'est tout. Mais tu as l'air d'être un bon vivant dans tous les sens du terme. Non, bien sûr, non, je crois. Et puis la peinture peut me procurer cela. Comme d'autres choses, comme écouter de la bonne musique ou lire un bon livre. Beaucoup d'autres choses. Des rencontres amicales, des partages, des choses comme ça, souvent arrivent à remplir ce vide. D'ailleurs, une question un peu compliquée, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est de vivre ou de peindre? Je peins pour vivre. S'il n'y avait pas de peinture, je crois que je me serais ou suicidé, ou je serais complètement un connard de merde quelque part. Comme je dis parfois, je serais peut-être en train de couper des cheveux dans un salon de coiffure, c'est-à-dire le métier de mon père. Et c'est tout.
La peinture m'a permis d'exister, de vivre, de me libérer, de m'instruire, de rencontrer autrui, de voyager, plusieurs choses. Heureusement qu'il y a la peinture. La peinture me permet de vivre, plutôt. Sans la peinture, tu n'aurais pas été... Je me vois pas du tout. Je me vois pas. Je me suis jamais vu. Quelqu'un d'autre peut-être aurait pu se voir. J'en sais rien. Même pas, tu vois, même pas quelqu'un, grand musicien ou grand écrivain ou philosophe. Non, c'est pas mon truc. Oui, peintre. J'ai toujours voulu être un peintre. Et un bon peintre. Et je suis très chiant avec autrui et d'abord avec moi. Mais bien sûr, ça fait partie de tes grandes qualités. Cette fameuse exigence, mais c'est l'exigence des gens de talent. Par exemple, les seuls êtres que j'accepte qu'ils soient mieux que moi, oui, ce sont mes étudiants. J'ai toujours aimé que mes étudiants soient mieux que moi. Souvent, les gens disent de ces enfants, mais les enfants, souvent, mes enfants, ils sont pas intéressés par la peinture du tout. Alors que mes étudiants, s'ils sont chez moi, c'est que grâce à la peinture. Et là, je peux te dire que je leur donne le mieux de moi-même. Et as-tu eu ce moment de jouissance de trouver d'étudiants meilleurs que toi? Enfin, pas meilleurs, on s'en fout, mais bon, très très bon. On trouve, bien sûr, quand on trouve, il y a des gens doués. Mais il y a une chose que te permet, par exemple, à un certain niveau, à un certain âge, la peinture, surtout quand j'enseignais tout ça, c'est que, par exemple, dans un atelier ou dans une classe, tu te retrouves avec une dizaine d'étudiants, c'est-à-dire 10 recherches différentes. Et il y a toujours quelque chose que tu peux prendre et que tu n'as pas fabriqué. Toi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué et tu peux te permettre de prendre. Je l'ai toujours appris à mes étudiants, chose que faisait Picasso tout le temps. Mais il faut savoir piquer de chez quelqu'un. C'est très difficile de savoir piquer. Il faut arriver à un stade de maturité pour pouvoir prendre sans se faire prendre. Puis c'est le propre des étudiants. C'est même de tout le monde, de l'être. Je t'ai dit, le plus grand pour moi, chapardeur, voleur d'idées, tout ça, ça a été Picasso. Et Picasso, c'est un des plus grands. Comment tu t'es décidé peintre, enfant, dans la Médina? Ton papa coiffeur? Parce que c'est très très simple. Mon père, quand il n'avait pas de clients, tout ça, il peinturelurait. Il faisait de la peinture et c'est comme ça que j'ai découvert que des choses pouvaient sortir avec un crayon ou un morceau de charbon sur un mur ou de craie. C'était surtout ça. Et en même temps, ayant découvert ça, j'ai commencé à méditer sur les murs et à voir que des fois, de simples, dans des rues assez étroites, frottements d'habits ou de djellaba contre les murs arrivaient à faire luire certains endroits plus que d'autres et certaines matières sur le mur pouvaient créer des rapports de matité, de brillance, de ton, de couleur qui commencent à permettre à l'œil un apprentissage déjà. Et c'est une chose dont parler, j'avais découvert parce que j'ai travaillé beaucoup certainement sur la muralité et le muralisme au départ. Découvert que Léonard de Vinci, il alimentait un pan de mur qu'il avait chez lui dans son atelier avec des seaux d'eau et plein de choses comme ça. Et les transformations qui s'effectuaient sur le mur, dues à l'humidité, à les intempéries, des choses comme ça, lui permettaient de s'inspirer pour les fonds de ses tableaux. De voir, de mieux voir. De mieux voir, voir, c'est un apprentissage comme écouter aussi. Tu aurais pu, comme tu dis, peinturelurer, et puis tu t'es mis à regarder. Ça a été quoi le déclic, le moment où ça bascule? J'avais 13 ans quand j'ai le dictionnaire de mon père, qui est un dictionnaire Larousse, noir et blanc. Je regardais, bien sûr, je devais tourner plusieurs pages pour trouver une page où il y avait de la peinture. J'ai déchiré toutes les feuilles où il y avait l'histoire de l'art, la peinture. Je les ai agrafées et puis j'ai commencé à apprendre par cœur. À 13 ans. Quand j'étais aux arts appliqués à 16-17 ans, je connaissais pratiquement une bonne partie de l'histoire de l'art, en noir et blanc. Mais je reconnaissais Dürer, Duccio, Basaccio, Fra Angelico, Botticelli. J'avais 13-14 ans. Au fur et à mesure, tu apprends et tu deviens quelque part comme quelqu'un d'accro. Et la fréquentation par la suite des musées. Sauf que j'ai appris avec le temps, quand j'habitais Paris ou quand je séjournais à Madrid, par exemple, par rapport au Prado, de me permettre le luxe d'aller voir une œuvre et de passer une heure devant une œuvre. Et c'est ce que je conseille à des gens qui veulent apprendre.
c'est de ne pas faire très vite. Alors ça, c'est tu veux jouer au touriste, alors fais-le. Mais d'aller vivre un moment de délectation face à une toile. Véritablement regarder. Tu fais partie des grands peintres de l'histoire de la peinture, de l'art, et bien sûr des grands peintres, très grands peintres de l'histoire de la peinture marocaine. Comment ça fait de s'inscrire dans l'histoire de son art et de son pays? Qu'est-ce que ça te provoque comme sentiment? Il faut pas trop... J'en sais rien. Bon, en tous les cas, je l'espère. Je fais tout pour... Ce n'est pas mon objectif principal. Je te dis, ça me permet de vivre. Mais tu en as conscience. J'en ai conscience, bien sûr, et ça me flatte par moment. Mais, en même temps, ce n'est pas du tout, comme j'ai dit, un objectif en soi. J'oublie des fois. On me retrouve dans un espace social où il y a du monde et tout ça. On me regarde ou un truc. J'oublie qu'on me regarde parce qu'on m'a reconnu. D'abord, les peintres, c'est rare quand on les reconnaît, mais maintenant, avec les masses médias et avec les réseaux et tout ça, on commence à reconnaître les gens. Quand tu te rends compte, tu paniques quelque part. Il y a un moment de panique, tu te dis, oh là, bon, je comprends. Mais ce n'est pas du tout l'objectif principal. J'ai dit, bon, ça flatte l'ego, certes, mais c'est bien malgré toi, je pense. Mais j'aurais très peu de fois l'occasion dans ma vie de poser cette question à quelqu'un. Ce type de question. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité? Embarrassante, et bien sûr qu'il y a une responsabilité. Et surtout que moi, dès le départ, je l'ai associé aussi l'enseignement et l'apprentissage, qui est une grande responsabilité. J'en suis plus que conscient. J'aurais souhaité pouvoir apporter plus que cela. J'aurais souhaité pouvoir contribuer à la création d'une vraie académie d'art chez nous, c'est-à-dire d'art, de métier d'art appliqué, et contribuer à ce que vraiment le jeune Marocain qui est assez doué, en principe, vous n'avez qu'à voir notre artisanat et nos arts traditionnels pour s'en rendre compte, pouvoir un petit peu pénétrer la modernité et la contemporanité avec cette force et avec une connaissance beaucoup plus, même jusqu'à aller dire scientifique aussi. Ça viendra, je suis sûr que ça viendra, mais j'aurais aimé contribuer à la création de ce genre d'espace, comme aussi pouvoir aussi dire mon mot par rapport à des espaces, que ce soit des centres d'art contemporain chez nous, des musées, tout ça. On ne peut pas confier ce genre d'espace qu'à des fonctionnaires. Et des fonctionnaires souvent qui n'ont rien à voir avec le domaine. Ou qu'à des commerçants. Ou des commerçants, ça c'est autre chose. Encore que dans notre domaine, beaucoup de commerçants, à la fin du 19e, début du 20e, ont contribué à faire connaître l'art, les impressionnistes, les post-impressionnistes, tout ça. C'est grâce à certains marchands, mais des vrais marchands. Pas des épiciers, c'est tout.
La question corollaire à celle que je viens de te poser, embarrassante, je le reconnais. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à ton art et aussi à la scène marocaine de la peinture? Mais ma sincérité déjà, d'y avoir cru et consacré toute ma vie, c'est une chose très très importante. Peut-être que je me suis trompé, je n'en sais rien, ça c'est le temps qui le dira. En tous les cas, dans l'immédiat, il y a quand même beaucoup de gens, enfin du domaine et du milieu qui le reconnaissent. Mais en général, il faut attendre. On le verra. Mais en tous les cas, j'ai consacré toute ma vie. C'est déjà énorme, c'est même plus qu'énorme. Ton exigence peut-être aussi. Et surtout aussi, comme j'aime bien le dire aux étudiants, et ma curiosité. C'est grâce à la peinture que j'ai appris à lire, que j'ai appris à regarder, à aimer le cinéma, à aimer le théâtre, à aimer l'opéra, à savoir écouter un Monteverdi, le comprendre mieux, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout ça. Quand on dit Fouad Belhamine, est-ce la jouissance de peindre ou est-ce la jouissance de penser la peinture? Les deux. Les deux. Je crois qu'on ne peut pas peindre comme ça. Si on ne pense pas à la peinture, parce que je ne passe pas mon temps à peindre, mais à penser et réfléchir à la peinture, oui, pratiquement tout le temps, même dans mes rêves des fois. Ceci dit, mais c'est les deux. Hein. Quand on essaie de créer un art puissant, je ne sais pas quel terme utiliser, la culture est-elle nécessaire? Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, vraiment. Sauf, et encore, quand on me dit, bon, quelqu'un comme le douanier Rousseau, mais il avait une certaine culture, qu'on le veuille ou pas, puis il fréquentait des gens, pas n'importe qui non plus. Il y a quelques peintres naïfs, mais en général, des peintres naïfs, quand on peut apprécier une, deux, trois, quatre, mais après, quand ça se répète, on en a ras-le-bol. L'œil, il y a une lassitude qui s'installe. Parce qu'il n'y a pas ce côté curiosité. Il n'y a pas ce côté culture. Quand on connaît nos peintres naïfs, c'est intéressant que ce soit Blal et tout ça, ils ont une espèce d'alphabet qu'ils ont appris et puis qu'ils répètent. Et qu'ils vont répéter, et même certaines thématiques, le hammam, le souk, comme par hasard, toujours ça. Bon, ça c'est les commanditaires aussi qui exigent ça, mais c'est ce qui rend la peinture à un certain moment répétitive, anecdotique et fade. On s'en lasse. Qu'est-ce qui fait que toi qui travailles spécifiquement sur la sérialité, sur l'itération, sur la réitération, qui fait que chaque œuvre est tout le temps renouvelée? C'est une espèce d'entêtement, comme l'acte de peindre. C'est un entêtement. Comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si j'étais un drogué. J'ai besoin de la chose. Ma chose, c'est la peinture. C'est un entêtement. Tu n'aimes pas les commentaires. Tu n'aimes pas ni commenter, ni que l'on commente trop. Les mots sont-ils si impuissants à dire tout ce que tu as? Comme écrire, ça m'est arrivé de commettre quelques petits textes ou tout ça. Parce que j'aurais aimé écrire comme les écrivains que j'aime, comme Proust, comme Duras, mais bon, c'est pas mon truc. Alors, ce qui fait que, bon, j'écris pas du tout, presque pas. J'apprécie des grands, des gens qui ont, bon, en littérature, des gens qui ont quelque chose à dire ou des gens qui touchent certains. Je sais pas, prend bataille et toute la relation de bataille avec tout, avec le sexe, c'est fantastique. La spatialité chez Duras, ravissement de l'Holstein, c'est je ne sais pas, chez Proust aussi, c'est côté voyeuriste, côté en même temps très. Et moi, je le vis d'une autre manière, comme je t'ai dit, dans cet entêtement qui presque il peut paraître répétitif, mais il n'est pas répétitif. En tous les cas, il est jouissif pour moi. Et il y a de la jouissance dans la répétition, ça c'est clair. Tu commences à réexplorer ton œuvre. Donc il y a eu la frontalité. L'espèce de, comme dit, la bande de Möbius qui est en train de s'effectuer. Je suis en train de retourner vers les années 70 et vers certains amours par rapport, bon, bien sûr, c'était le mur à l'époque beaucoup, jusqu'en 78 quand j'ai découvert certains tissages du Moyen Atlas avec des bichromies et des monochromies chez les Hadidou, chez les Bni Warain et tout ça. Et maintenant, je revisite ça d'une autre manière par rapport à une spatialité et en même temps un désir de spiritualité et d'élévation.
Est-ce que cette revisite aussi du quadrilatère, Je revisite, mais c'est toujours comme ça chez moi, parce que je suis profondément historien de l'art. Je revisite toujours ma peinture à travers la peinture des autres. Je ne peux pas, par exemple, te dire que beaucoup de gens vont commencer à dire « Tiens, ça ressemble à Rothko ». Mais si vraiment il y a quelqu'un le plus loin de moi, c'est bien Rothko. Je pourrais dire qu'il y a certaines parentés avec Brice Marden. Il y a des choses, une familiarité avec Agnès Martin. Il y a une certaine familiarité avec certains monochromes de, je ne sais pas, Orly Nemours. Des choses comme ça. Je les revisite, mais je les revisite pas. Je sais qu'elles existent et je les ai tellement vues, appréciées, tout ça, que tout ça, c'est une espèce d'accumulation. De la même manière, on a parlé de Velázquez et je dis, moi, chaque fois que je rentre au Prado, il faut, dans la petite salle circulaire où il y a ce grand tableau de cette reine espagnole, avec une robe grise sur une espèce de lit de vin. C'est une leçon de peinture. C'est merveilleux. Je peux passer des heures et des heures à regarder de près. Je ne vois pas la reine, je ne vois pas son visage, je vois toute cette espèce de splendeur, de cette architecture, de cette toile, de ce bouillonnement de touches, de peinture, de transparence, de légèreté par moments, d'accumulation par d'autres. Tout ça crée une espèce de musicalité. Le toucher de la peinture. Mais la question que je voulais te poser, est-ce que c'est pas cette revisite? Je pense à Jean-Pierre Pincemin, par exemple. J'ai une œuvre de Jean-Pierre Pincemin chez moi. Est-ce que c'est pas la grande liberté d'avoir eu une vie à peindre et de savoir ce que tu as fait et maintenant de dire je peux m'amuser? C'est certain. C'est quand on arrive effectivement à ce stade de pouvoir se libérer de beaucoup de fardeaux et de ne plus chercher à plaire déjà. Parce que pendant des années, chaque peintre a envie de plaire. En tout cas, la grosse angoisse de ne pas plaire. De ne pas plaire, oui, c'est fini tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est moi. D'abord, je peins pour moi. Je peins pour moi. Je peux te dire, depuis 2 ans, je travaille plus avec aucune galerie, ni au Maroc, ni en France. Pourquoi j'ai montré mon boulot là? C'est parce que il y a quand même 2 étudiants à moi, puis un jeune ami espagnol, et ainsi de suite, dont j'aimerais montrer l'œuvre. Et 2 anciens étudiants qui sont plus... Ils ont été étudiants chez moi il y a plus de 25 ans. Mais dont je reconnais que l'œuvre est en train de mûrir, d'être là, d'être présente. L'un est figuratif, l'autre non. C'est surtout pour ça que je dirais que j'expose maintenant. Ou montrer par exemple mon travail dans une institution pour un grand public, tout ça oui. Mais actuellement chercher à vendre, ça m'intéresse plus. Tout ça c'est fait de toute façon. Ça s'est fait après la rétrospective, il y a déjà 4 ans. Les choses maintenant, elles sont là. Puis bon, il y a aussi l'âge, la vieillesse qui s'installe. Je pense pas que la vieillesse va m'empêcher de peindre. Elle m'empêche absolument pas de peindre. Encore que j'ai besoin d'assistants, des fois des grandes toiles pour les soulever, c'est un peu dur. Ou pour les préparer, ou pour les tendre. Mais il y a un autre plaisir qui s'installe. Un plaisir dans le silence. Et ce silence s'installe même dans mon travail. Il suffit de regarder les pièces que j'ai amenées, mais c'est le silence par excellence. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la sapience de Roland Barthes, cette connaissance, ce savoir-faire, cette liberté, cette jouissance que l'on a avec l'âge? Tout à fait. Barthes aussi que j'ai rencontré, avec lequel j'ai discuté. C'était les années 70, sur la terrasse du Balima. Pratiquement dans son boulot, oui, quelque part tout est jouissant, c'est jouissif. J'ai travaillé avec mes étudiants pendant des années le texte sur Saïd Twombly de Barthes. La chambre claire, c'est quelque chose de fabuleux chez Barthes. Ce regard, cette analyse, ce va-et-vient, tout ça, c'est quelque chose de très jouissif. Tu as passé toute ta vie à faire ce travail de peinture, de toucher, de peinture, de création de ta touche. Et on peut avoir le sentiment que tu t'es acharné à dissoudre le réel. Est-ce que c'est quelque chose de juste? C'est très très juste. C'est une dialectique qui est primordiale dans mon travail, c'est de voiler et de dévoiler. Toujours ça a été cela. Voiler, dévoiler pour mieux voiler et mieux dévoiler, et ainsi de suite. Ça correspond un peu quelque part à ma nature et probablement à mes premiers souvenirs dans cette ville de Fès.
que je n'aime plus voir ni aller, encore que j'ai toute ma famille là-bas, quelque chose de non dit dans cette ville, à tous les niveaux, y compris au niveau de la lumière. La seule lumière que je pouvais regarder, c'est quand je lève ma tête, voir le ciel, le petit quart de ciel, entre les murailles et dans ces ruelles étroites, sombres. Je garde un souvenir d'une obscurité pas possible. Le berceau de la tradition. Oui, le berceau de la tradition, mais quelle tradition ? Alors justement, tu dis qu'il n'y a pas de peinture marocaine, il n'y a que des peintres marocains. C'est devenu un poncif, ça c'est... Ouais, tout le monde commence à le dire, effectivement, à le répéter. Pourtant, bon, c'était venu à la fin des années 70 quand j'avais dit ça. Mais je crois parce que, à l'époque, on était travaillés, les intellectuels marocains, par cette problématique identitaire, de spécificité et tout ça. C'était la lecture de La mémoire tatouée de Khatibi qui m'avait un petit peu... Et surtout par rapport à sa manière de dissiper un peu tout cela en assumant d'abord la biculturalité puis la pluriculturalité. On était conscient, en tant que Marocain, on s'est dit, bon, il faut peindre d'abord, avant de savoir si elle est marocaine ou pas marocaine. Il faut d'abord peindre. Tes tables des dieux, qui sont des marabouts. Non, table des dieux, ce sont des hôtels d'offrande. Oui. C'est surtout ça. Et puis le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'était Abdouab Medeb, mon ami Abdouab, qui leur avait donné ce titre. C'est très Medeb comme nom. Alors en tout cas, je pense à ces parallélépipèdes avec la sphère qui forment un marabout. Tout mon côté spirituel. Et ça dépend des pièces. Il y a des pièces qui sont dans la transparence entièrement, d'autres qui sont chargées, d'autres où il y a une fureur de peindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je revisite l'histoire de l'art à travers un prétexte. Chez moi, le marabout, c'était un prétexte pendant cette période. Alors je dois avoir chez moi 2 gravures ou 2 lithographies de ces marabouts, et donc je réfléchissais un jour et je me disais, est-ce que là, Bel-Ami n'a pas voulu créer une matrice pour une marocanité de la peinture? Ce que tu n'as jamais voulu. C'est une chose que je n'ai jamais voulu, à laquelle j'ai jamais pensé. La matrice, certes.
Souvent la matrice, au moment où j'ai troué le mur en 83-84 avec les arches, c'était quelque part en quête d'une matrice. Cette matrice était l'espace scénique de toute l'histoire de l'art du Quattrocento. Or, quand j'ai installé la scène, j'avais rien à mettre dessus. J'ai mis un parallélépipède, un volume. Donc la matrice, c'était pas une matrice pour une marocanité, mais une matrice universelle. Universel, bien sûr, pour l'acte de peintre, tout court. Et alors ce sacré, C'est personnel, c'est quelque chose de... Je ne crois pas qu'il soit issu, qui vient de... Même si j'aime beaucoup lire le Coran, mais ça ne vient pas spécifiquement de... C'est quelque chose qui est personnel, qui est ancré dans moi. C'est ma relation avec la vie, la mort, l'au-delà, toutes les religions, les textes sacrés, certaines poésies, certaines littératures. Tout ça remue en moi, comme ça doit le faire pour beaucoup de gens, sinon pour tout le monde. Cette question, l'éternelle question de l'absence et de la présence. voilà, je pensais que ce sacré était fortement lié à la présence de ton œuvre, et je me demandais si finalement le sacré c'était pas quelque chose d'absolu, de l'être là. Pour moi, c'est très très important. Quelqu'un qui pense pas à ça ou qui a résolu ça, c'est pas possible, c'est pas vrai, même si c'est... Moi, on se rend compte que même les grands scientifiques s'en rendent compte à un certain moment, grâce à leur connaissance scientifique, que quelque chose de fort existe. On peut pas se permettre de dire, de parler de néant, de parler de... Non, je pense pas de Big Bang et tout ça. Peut-être que ça a existé, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a allumé la mèche. Ce nouvel épisode de Détroit était consacré à Fouad Belhamine, peintre emblématique de l'histoire de l'art aussi bien marocaine qu'internationale. Il participe à l'exposition Toucher la peinture qu'il a co-organisée avec Olivier Raché à Galerie Kent, Tanger, du 5 juillet au 15 septembre 2024. Entretien réalisé à Galerie Kent en juillet 2024, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, gentiment emprunté aux ayants droit, est établie par Fouad Belhamine et constituée des morceaux Blackbird de Brad Meldau, In a Sentimental Mood de John Coltrane, Almost Blue de Chet Baker, So What de Miles Davis et Body and Soul de Sonny Stitt.